Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle rencontre de notre espace de psychanalyse pour tous. Bienvenue, bienvenue. Alors, vous savez de quoi nous allons parler ce soir? De quoi allons-nous parler? L'idée, c'est que nous parlions un peu et que nous présentions ce phénomène auquel nous avons tendance à faire référence, où il s'agit du traumatique, du traumatisme, le trauma ou nid d'Albansoir, un petit peu la façon dont chacun va l'énoncer. Donc, je vous rappelle, Céline, bonsoir. Je vous rappelle que nous sommes dans un espace de psychanalyse. Icarus, bonsoir. Camille, bonsoir. Donc, nous allons essayer de nous centrer, bien évidemment, Daniel, bonsoir. Francine, sur ce que nous dit la psychanalyse, c'est-à-dire Freud. Faustia, bonsoir. Francine, et je suis née en France. Sonia, bonsoir. Salois, bonsoir. Claudette, bonsoir. Marie, Lucie, Marie-Laure, Calaille, bonsoir. Martine, bonsoir. Evelyne, Laura, Paola, bonsoir. Alors, nous nous installons pour cette conversation. On va se préparer un petit peu. Lou, bonsoir. Rach, bonsoir. Serge, bonsoir. Ourida, bonsoir. Jean-Loup, bonsoir. Bon. Hélène, bonsoir du Québec. Bonsoir le Québec. Bonsoir Véronique de Clermont-Ferrand. Olivier, sous le nom de René Fourquet. Jamy, bonsoir. Donc bienvenue à tous. Nathalie, bonsoir. Bienvenue à tous. Charbel, bonsoir, très beau thème. Sonia, trop contente de vous retrouver. Isabelle, bonsoir, bonjour. Francine et Sandra, Nadine. Donc, vous arrivez avec enthousiasme, comme chaque mardi. Donc, merci pour votre participation. Sylvie, Calaille, yes, of course. Paulette, bonsoir Paulette. Donc, ici nous sommes donc dans cet espace de psychanalyse pour tous. Et que nous avons donc ce soir, notre rendez-vous du mardi à 21h, disait 21h, ben voilà, c'est ça, il est 21h ici. Hein. Estelle, bonsoir. Annick, bonsoir. Asmaï, bonsoir. Très beau thème, je ne sais pas, nous allons voir. Ne devancez pas les événements. Monique, bonsoir. Donc, nous avons cette nouvelle rencontre de psychanalyse pour tous, et donc effectivement, c'est un sujet intéressant, ou a priori, qui intéresse pas mal de monde, Françoise Hakim, et qui fait référence bien évidemment à notre santé mentale, à notre bien-être. Souila, bonsoir. Et je dis qu'il fait référence directement parce que tout va dépendre de notre manière de penser. Non, que notre manière de penser est en relation avec notre santé mentale. Moukran, bonsoir, Hakim, Nora, c'est-à-dire que notre manière de penser produit notre vie. Ce n'est pas la vie qui nous a amenés à penser comme ça, sinon que c'est parce que nous pensons de telle manière ou de telle manière que nous allons produire telle vie ou telle autre vie. D'accord ? C'est-à-dire que quand on dit qu'en psychanalyse, l'opportunité que nous avons, Fatima, bonsoir, quand la psychanalyse nous dit que nous avons l'opportunité de modifier nos manières de penser, c'est-à-dire que modifier une manière de penser va nous permettre de modifier certaines choses dans la vie. Et que l'instrument, Céline, bonsoir, donc l'instrument qui actuellement existe pour avoir accès à cet appareil psychique, on va dire, où se trouvent toutes ces idées qui déclenchent nos comportements, hein, c'est la psychanalyse. Donc avoir accès à la psychanalyse, ça veut dire avoir accès à la possibilité de changer. Salma, bonsoir. Céline, je pense donc je suis. Non,
Ça c'est ce que Céline pense peut-être, mais Vaïda, bonsoir. Généor, bonsoir. Christine, bonsoir. Non. La psychanalyse, justement, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a été au-delà de cette première approche qu'a fait Descartes. Je pense donc je suis, elle a dit, je pense là où je ne suis pas. Isabelle, bonsoir. Samy, bonsoir. Donc, ici, nous avons d'une certaine manière l'opportunité d'avoir cet instrument psychanalytique. Carole, bonsoir. Sémoine, bonsoir. Sonia, bonsoir. L'avoir là, Samia, bonsoir. Marie-Claire. D'avoir l'instrument psychanalytique appliqué donc à la vie quotidienne. Alors, nous devons, non, pour ne pas trop nous éparpiller, parce que ça ne nous convient pas, sinon on parle de tout et de rien, et on va bien se centrer sur l'importance de considérer la production de la science psychanalytique. D'accord ? La science psychanalytique, c'est-à-dire que la psychanalyse donc est une science, et on dit entre autres choses que c'est une science parce qu'elle va venir dévoiler une cécité à l'humain. C'est-à-dire qu'il va lui montrer qu'il y a des choses qu'il ne savait pas et que grâce à la psychanalyse aujourd'hui, il va pouvoir découvrir des choses sur lesquelles il était aveugle. Non, par exemple, on a cet exemple tout à fait didactique qui dit que avant les théories de Copernic ou même l'antérieur, on pensait que la Terre était plate. On pensait que la Terre était plate, on pensait que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre comme nous le montrent nos sens. Et que grâce à la science, aujourd'hui, nous savons que nos sens nous trompent et que nous deux sommes bien. Non, Simona, Baya, bonsoir. Nous devons accepter que la science vient couvrir une cécité de l'humain, c'est-à-dire une incapacité de l'être humain à pouvoir, selon sa position sur cette terre, de pouvoir se rendre compte de comment c'est que c'est cette terre. Qui aurait pu l'imaginer? Il fallait que la science arrive, que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Céline, bonsoir. La Seine, bonsoir. Donc c'est important, non, de se rendre compte que la psychanalyse va faire la même chose. La psychanalyse va aussi venir de donner plein d'explications, sur découvrir, non, ces cécités dont souffre l'être humain. Mais ce n'est pas par ignorance, sinon que c'est parce qu'il a l'incapacité, qu'il y a un inconscient qui ne lui permet pas d'avoir accès à cet inconscient. C'est impossible. Tant qu'on ne passe pas par le divan, par la psychanalyse, par l'instrument psychanalytique, on ne peut pas avoir accès à cet inconscient. C'est pour ça que chacun va devoir faire ce travail. Et en plus, Céline, bonsoir, il y a un travail important à réaliser en plus, non, parce que la psychanalyse est une science qui est toute jeune. Elle a une centaine d'années. Et pour une science, une centaine d'années, non, c'est la vie d'un homme. Et d'un homme avec une longue vie. Alors que pour une science, c'est tout jeune. C'est tout jeune. C'est pour ça qu'il y a, Séverine, bonsoir, qu'il y a un travail important à réaliser pour rapprocher la découverte, les découvertes qu'a produit la psychanalyse, qu'a produit Freud, à tous les humains. C'est-à-dire que cette Malika, bonsoir, que cette nouveauté qu'est la psychanalyse apporte que nous puissions tous avoir accès à cette nouveauté. C'est pour ça que je vous invite, Jamal, bonsoir, je vous invite à partager sur vos réseaux sociaux cette vidéo pour que nous soyons plus nombreux. Parce que comme le dit le Grupo Zero, Mouna, bonsoir, si on est plus nombreux, on peut être meilleur. Donc continuons un petit peu avec cette exposition d'aujourd'hui. Makia, bonsoir. Donc le progrès de l'humain, le progrès de cet être humain ne se produit pas plutôt sans difficulté. Non, que les progressions, les progrès de l'être humain se produisent avec certaines difficultés. Certaines difficultés dans le sens où il y a obligatoirement un travail à faire. Et un travail d'un côté à faire, enfin aussi à bonsoir, et d'un autre côté, il y a savoir qu'il va y avoir des obstacles, comme dans tout travail, et dans toute production de nouveautés. C'est-à-dire que l'être humain, face à la nouveauté, comme vous le savez, il a tendance à mettre des obstacles. Et ce que nous a indiqué Freud,
c'est que ces obstacles face à la nouveauté sont toujours des obstacles affectifs. Sont des obstacles affectifs, donc c'est-à-dire que les nouveautés que les sciences proposent, il y a un certain temps avant que les sujets puissent accepter la nouveauté, à incorporer cette nouveauté à la vie des hommes. Non? Donc nous savons que les plus grands obstacles sont affectifs et que pour modifier ce qui doit être modifié en nous, parce que le véritable obstacle affectif, c'est parce que face à la nouveauté, je vais devoir changer. Je ne peux plus répondre de la même façon une fois que je sais que j'ai incorporé, on va dire, l'information. Est-ce que les traumas disparaissent? On va voir, Jamy, on va voir. Non? Quand on parle de trauma, de quoi on parle? Quand on parle du traumatique, de quoi on parle en psychanalyse? Donc c'est pour ça que je fais cette petite introduction. Malika, je suis en deuil suite au décès de ma mère, je me sens très sensible, je pleure tout le temps, j'ai trop vécu avec elle. Il y a un temps de deuil à réaliser, Malika, non? Il y a un temps de deuil à réaliser. Si le temps de deuil s'éternise, il faut consulter. Donc, préciser aussi, et c'est très important, c'est que l'humain de façon individuelle n'est pas possible. Que l'humain, dans tous les cas, il a besoin des autres, il a besoin de la société, du social, d'un environnement social pour pouvoir construire quoi? Sa propre humanité. Pour pouvoir construire sa propre humanité. C'est-à-dire que il s'agirait comme de deux associés qui sont deux associés inéluctables, l'un dans son individualité et l'autre dans la société qui doit s'organiser pour assimiler donc les nouveautés et pour que le plus grand nombre, bien évidemment, puisse en bénéficier. Donc pour cela, comme toujours, Pacifique, bonsoir, pour cela, il est important de réitérer qu'il est nécessaire qu'un travail permanent est nécessaire. Pourquoi? Pour ne pas faire machine arrière. Parce que dès qu'on arrête de travailler, machine arrière, c'est un petit peu comme la gymnastique, comme les différents apprentissages. On apprend quelque chose et donc dès qu'on arrête, on revient. Moi, je suis autiste et j'ai beaucoup de mal à vivre en société. Pascal, bonsoir. Donc, on va voir que pour toute nouveauté, ça je le répète, c'est-à-dire que pour toute nouveauté sociale qui est apparue dans notre vie quotidienne, il y a toujours eu beaucoup d'obstacles qui se sont présentés. On dit que quand la fourchette s'est instaurée, parce que premièrement il existait le couteau et la cuillère, tout allait bien, mais quand on a eu l'idée d'introduire la fourchette, qui avait au départ que 2 pics, la fourchette, il y a eu évidemment beaucoup de critiques qui se sont réalisées et ont parlé que c'était cet ustensile, était l'expression d'une dégénérescence. Alors imaginez, il parlait de la fourchette comme de l'expression d'une dégénérescente. Et rappelez-vous, sinon vous pouvez trouver sur Internet, je veux dire parce que ce sont des informations qui sont beaucoup plus proches que l'invention de la fourchette, l'ardeur qui existait contre la construction de la Tour Eiffel à Paris, par exemple, quand elle a été construite pour l'exposition de 1900, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de journaux qui écrivaient contre cette montagne de métal, et aujourd'hui c'est devenu un symbole dont les Parisiens ne veulent absolument pas se débarrasser. Donc, je m'appelle Clémence Lenis, je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero. Donc, nous allons aborder le sujet qui nous rassemble ce soir. Après cette présentation, qui n'est pas vaine, bien évidemment, c'est pour nous présenter un petit peu dans un contexte social, dans un contexte scientifique. Est-ce qu'on peut ressentir des traumas passés sans en avoir de réels ou plutôt vagues souvenirs? Donc, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, le traumatique, j'ai voulu le nommer de cette façon, c'est un terme qui est très habituel dans la vie quotidienne. Que tout le monde parle du traumatique, des traumatismes, des traumas, etc. Donc, mais le terme traumatique, le trauma, qui est donc utilisé par de nombreuses personnes, qu'ils soient professionnelles ou pas professionnelles, insiste sur l'idée qu'il y a des faits du vécu de certains sujets qui vont provoquer des actions sur la vie du sujet. C'est-à-dire que j'ai vécu telle chose et donc ça a provoqué telle chose en moi. Salma, bonsoir.
et donc qui prétendent que ce sont les responsables, que ces traumas, ces traumatismes sont les responsables du malaise dont le patient se plaint. Et donc, ça c'est une manière, on va dire, de se présenter. On va dire que c'est comme ça que se présente le patient. Mais nous savons que le patient n'a pas obligatoirement les instruments psychanalytiques pour pouvoir se penser. Kunal, bonsoir, bienvenue. Donc, on va voir que, en fait, ce qui est intéressant ici, quand on parle des traumatismes, c'est-à-dire que il y a cette idée que le traumatisme provoque quelque chose en moi, mais ça c'est une idée qui est antérieure à la psychanalyse. C'est-à-dire qu'on va voir que la psychanalyse, qui est aussi, c'est une production, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tombée du ciel, c'est une production. Freud, il a travaillé 10-15 ans avant de produire l'interprétation des rêves, qui est le livre où il a produit le concept d'inconscient. Et c'est là que c'est inauguré la psychanalyse. Donc tous les textes antérieurs, en fait à 1900, c'est ce qu'on appelle les textes pré-scientifiques, c'est-à-dire c'est les textes avant la psychanalyse. Donc c'était les textes avant la psychanalyse, c'est-à-dire qu'on peut penser effectivement que le traumatique, comme le faisait donc avant la psychanalyse, d'ailleurs même Freud faisait un peu référence à ça, que on peut confondre le vécu avec le psychisme. Parce qu'en fait, le patient qui pense que son vécu a provoqué quelque chose dans son psychisme, c'est-à-dire qu'il y a on va dire, une confusion entre le vécu et le psychisme. Est-ce que nos arrières peuvent nous avoir transmis des traumas? Alors, on va déjà voir, Céline, ne nous précipitons pas, on va voir ce que ça veut dire trauma en psychanalyse. Parce que là, vous le donnez, vous dites oui, on sait déjà ce que c'est. Non, on ne sait pas du tout ce que c'est. Le traumatique, les traumatismes en psychanalyse. D'abord, si on sort de la discipline psychanalytique, chacun pense comme il veut. Mais dans le champ théorique, psychanalytique, le traumatisme, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Donc je suis en train de vous parler un petit peu de cette évolution théorique, de comment Freud, il a appréhendé, en fait, l'idée de, cette idée de trauma. Donc, je disais qu'on peut, donc avant la psychanalyse, confondre le vécu avec le psychisme. D'accord il ne nous convient pas, donc, il ne nous convient plus aujourd'hui, puisque la psychanalyse a été produite quand on ne savait pas, bon, la psychanalyse, mais aujourd'hui que nous savons que la psychanalyse existe, ça fait déjà 122 ans qu'elle existe, donc il nous convient d'essayer de ne plus tomber dans le piège de la lecture naïve. Non, le vécu n'impacte pas le psychisme. Non. Donc, ça c'était les idées avant la psychanalyse. Aujourd'hui, donc ça c'est une idée, ce qu'on va dire, c'est une idée naïve, c'est-à-dire c'est les idées qui circulent, c'est les préjugés qui circulent, non? C'est une idéologie dans la société dans laquelle nous vivons, où on pense qu'il y a certains phénomènes qui vont avoir un impact sur la vie du sujet. Mais de la même façon que, par exemple, ça c'est intéressant aussi, quand nous parlons de l'inconscient freudien, Freud, il n'a pas inventé le mot inconscient, il n'a pas inventé le mot inconscient. C'est-à-dire que Épicure aussi il parlait de l'inconscient, Schopenhauer aussi il parlait de l'inconscient, mais qui n'avait strictement rien à voir avec l'inconscient freudien. C'est pour ça que je répète, quand on parle de traumatisme, on le lance comme ça et on croit qu'on parle tous de la même chose. Non. D'accord? Donc, de la même façon que Freud, quand il a écrit l'interprétation des rêves, qu'est-ce qu'il a dit dans l'interprétation des rêves? Freud a dit dans l'interprétation des rêves, il a démontré dans l'interprétation des rêves que les rêves ont un sens. Mais c'est pareil, c'est pas le premier à avoir dit que les rêves ont un sens. Les Grecs avaient déjà dit que les rêves ont un sens. C'est-à-dire, les Maoris avaient déjà dit que les rêves ont un sens. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier à avoir formulé. Au IIe siècle, il y avait déjà, comment il s'appelle, Artémidore d'Alcis, qui avait déjà dit aussi que les rêves avaient un sens. Mais Freud, il rajoute à ça, il dit oui, effectivement, les rêves ont un sens. Ont un sens, les rêves ont un sens. Et quel est le sens des rêves? Parce que Freud va venir nous dire de façon générale quels sont les sens de nos rêves. Il va nous dire, Philippe, bonsoir, il va nous dire que le sens de nos rêves, c'est la réalisation d'un désir. Dans chacun de nos rêves, il y a la réalisation d'un désir.
d'un désir sexuel infantile et réprimé. Et ça, nous allons le savoir uniquement si nous allons raconter notre rêve dans une séance de psychanalyse. Parce que sinon, le rêve, c'est comme dire, oui, je sais que j'ai du sang qui circule dans les veines, mais de quoi est composé mon sang? Tant que je ne fais pas une prise de sang, je ne peux pas savoir. D'accord? Et c'est un petit peu, bon, c'est un exemple un petit peu réduit, mais l'idée c'est que il faut passer par là pour qu'il y ait une réalisation de désir. Tant qu'on ne passe pas par ce phénomène du divan pour aller raconter son rêve, parce qu'une chose c'est rêver, une autre chose c'est le raconter. Non, ce sont deux stades différents. Donc, et ce qu'il va nous rajouter après, Freud, donc il va continuer, ou plutôt il va reprendre son idée, ou plus tard dans des leçons d'introduction à la psychanalyse, où il va justement nous parler, il va nous dire, mais sachez qu'il a découvert que les phénomènes des symptômes, des lapsus, des actes manqués, sont la même chose, la même réalisation que les rêves. C'est-à-dire que quand je rêve, je réalise un désir. Quand je raconte mon rêve, pardon, quand je raconte mon rêve en séance, il y a, on va dire, la réalisation d'un désir, d'un désir sexuel infantile réprimé. Et avec le symptôme, c'est la même chose. Là, dans le symptôme, il y a la réalisation d'un désir sexuel infantile, dans un lapsus, dans un acte manqué. Et ça, Freud y va donc le démontrer d'un côté dans l'interprétation des rêves, et de notre côté dans Psychopathologie de la vie quotidienne. Un autre livre où il va montrer que les lapsus, ce n'est pas le hasard, il va montrer que les oublis, ce n'est pas le hasard, que les actes manqués, ce n'est pas la fatigue, sinon que tout ça, c'est en relation avec la manifestation d'un désir inconscient. Donc l'inconscient, on ne va jamais rien savoir de lui, que par ces phénomènes qui vont, c'est comme des petites bouffées, des petits échappements. Non, il va réassir à ce mais comment? En se déformant. Parce que ce qui apparaît, quand on va dire à celui qui souffre d'un symptôme qui l'empêche de vivre et qu'on va lui dire c'est la réalisation d'un désir, il va dire qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est parce que c'est la réalisation d'un désir déformé. Ce qui arrive dans la conscience est déformé. C'est jamais le phénomène qui vient de l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient, nous devons savoir que c'est l'inconscient, on va dire, ça ne juge pas, ça ne calcule pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas rien à voir avec la conscience. Donc il n'a pas de morale. L'inconscient n'a pas de morale. Mais le sujet, il en a. Le moi, il a sa morale. Et donc il y a des choses, des désirs qu'il ne tolère pas. Donc, pour pouvoir passer, il va se déformer. Il va complètement se déformer pour arriver dans la conscience sous une autre apparence. Et donc le sujet ne va jamais soupçonner quel est le désir qui se cache derrière ce rêve. D'accord? Et il va faire la même chose avec les symptômes. Il va se cacher derrière cette déformation. Il va se cacher derrière la déformation quand il va fabriquer le lapsus, quand il va fabriquer l'oubli, quand il va fabriquer l'acte manqué. Donc, c'est-à-dire que ce sont des manifestations de l'inconscient, des phénomènes de l'inconscient. Mais l'inconscient lui-même, c'est une production qu'a fabriqué, on va dire, qu'a conçu, qu'a conceptualisé Sigmund Freud. Donc, il va donc fixer le sens des symptômes comme une réalisation de désir sexuel infantile réprimé. Donc, c'est-à-dire réprimé, ça veut dire inconscient. Ça veut dire qu'on n'a aucune notion de quoi il parle. Quand il parle d'un désir sexuel infantile réprimé, si on ne va pas lire Freud pour savoir de quoi il s'agit, on ne sait pas. On peut le savoir de façon théorique, mais quand on va raconter un rêve, on ne sait pas quel est le désir qu'il y a, qui se cache derrière. Et il va donc, à partir de 1893, il va parler de traumatisme. Il va, dès 1893, donc 7 ans avant la production du concept d'inconscient, avant l'interprétation des rêves, il va parler effectivement d'une fixation au traumatisme. Il va parler du traumatisme et comme quelque chose qui produit des effets, exactement. Mais ça, c'est avant la psychanalyse, avant la production de la psychanalyse, parce qu'ensuite Freud il va modifier sa conception. Donc premièrement,
il supposait qu'il s'agissait d'un traumatisme sexuel réel, non, qui avait vraiment eu lieu dans la vie du sujet. Ensuite, il va rejeter complètement cette idée de traumatisme réel, et il va parler de fixation au traumatisme, donc il va continuer à parler de traumatique, et de fixation au traumatisme, qui peuvent se produire de façon fantasmatique. C'est-à-dire que c'est une fixation traumatique, non, qui est en relation avec la production, en fait, avec une formation d'un fantasme, en fait. Et quand il arrive donc à cette conclusion de la fixation du traumatisme de manière fantasmatique, il dit, mais pourquoi? Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une situation, pardon Fatma, mais je continue mon exposition aujourd'hui pour aller jusqu'au bout, parce que sinon, il ne s'agit pas de parler des rêves aujourd'hui, non? Donc, il va dire pourquoi, donc, il y a une situation traumatique. Il va dire en fait, non? Au plus, donc il va continuer à étudier et à présenter, par exemple, en 1905, quand il présente, quand même, Freud interprète toute la psyché au désir sexuel. Oui, mais de quoi il parle quand il parle de désir sexuel, jamais? Vous voyez que quand on parle en psychanalyse, on doit remettre en contexte toutes les terminologies. Freud, quand il parle de la sexualité, il dit que parler, comme maintenant, c'est un acte sexuel. Quand on dit écrire, c'est un acte sexuel. Aller parler au boulanger le matin, c'est un acte sexuel. Aller au cinéma, c'est un acte sexuel. Aller travailler, c'est un acte sexuel. Donc quand on parle, et je le répète parce que vous tombez dans le piège avec cette lecture naïve, quand on parle de sexualité en psychanalyse, on parle de l'humain, de toutes les possibilités de l'humain qui sont sexuelles. Alors pourquoi il l'appelle sexuel? Ah, ça c'est une autre chose, ça ce serait pour une autre vidéo. Hein? Je veux dire, parce que ça a besoin aussi de son explication. Mais disons que nous ne pouvons pas parler de sexualité en nous centrant simplement sur les parties génitales. Non. Ou d'un rapport sexuel. Non. Alors, quand il va parler justement, donc en continuant à étudier, il va nous présenter en 1905 la théorie sur les 3 essais de la sexualité, où il va nous montrer comment l'enfant, quand il naît, comment il va devoir tout apprendre. Parce qu'en fait, l'enfant, quand il naît, il sait rien. Il sait rien, il arrive, non, il sait rien, il sait à peine respirer, etc. Donc, il va avoir le besoin de tout apprendre. Et donc, Freud va nous montrer dans ce texte toute l'évolution de comment l'enfant va petit à petit appréhender le monde. Comment ça va commencer, quelles sont bon. Et donc, il va se rendre compte qu'il va devoir passer par différentes étapes. Et il va nous parler des étapes qui sont vraiment les étapes traumatiques et qui nous concernent tous. C'est-à-dire que quand on parle du traumatisme en psychanalyse, on parle de tout le monde. Que nous sommes tous passés par le complexe d'Oedipe. Que nous sommes tous passés par le complexe de castration. Et c'est ça réellement le traumatisme. Hein? Après, il y a chacun comment ils l'ont vécu. Et en plus, quand on parle du complexe d'Oedipe, que le complexe d'Oedipe ne va pas que dans un sens, il va dans plusieurs sens, le complexe d'Oedipe. Et que tout ça, c'est une machine, on va dire, qui va se mettre en route, donc qui va commencer, s'inaugurer quand on est petit, et qui ne va jamais arrêter de travailler. C'est la machine qui se met en route et qui va établir l'appareil psychique qui va ensuite continuer à travailler, et que le complexe d'Oedipe va nous accompagner toute la vie, que le complexe de castration va nous accompagner toute la vie. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ces étapes de traumatisme, on va voir que vont nous accompagner aussi, si nous ne nous en occupons pas directement, Akima bonsoir, vont nous accompagner toute notre vie, parce que les traumatismes, non, une chose, c'est que la machine qui est le complexe d'Oedipe, qui va nous accompagner toute la vie, que la machine qui est le complexe de castration vont nous accompagner toute notre vie, mais le traumatisme, c'est pas nécessaire. Parce que quand on parle donc de traumatisme, c'est-à-dire, on va dire par exemple, quand on parle de traumatisme, c'est-à-dire que c'est dans dans le fait que l'enfant il va devoir passer par des étapes pour apprendre, non, les relations. Pour apprendre, on va devoir, Valérie, bonsoir, il va devoir se séparer de sa maman. Hein? Et quand je dis sa maman, c'est le petit bébé qui est collé au corps de la mère qui lui donne le sein et qui va devoir se séparer, apprendre à se séparer. Hein? Et pour certains, ça peut être un traumatisme.
Et en fait, quand il parle de traumatisme, en fait, il va faire référence à des points de fixation. Donc il y a traumatisme quand il y a eu en fait une sorte de nœud, non, dans l'évolution qui s'est faite, et où il y a eu une fixation et qu'on va appeler traumatisme. Traumatisme. Donc, c'est-à-dire que, on va dire que c'est impossible, ou pratiquement impossible, que l'enfant ne passe pas par au moins une situation traumatique, sinon plusieurs situations traumatiques. Non? Alors, tout ça, je le dis, premièrement, pour qu'on arrête de penser un petit peu que le traumatisme, c'est ce que je pense de ce dont je me rappelle. Parce qu'en fait, dans ces étapes de développement, Freud va nous dire qu'il y a une première partie du développement qui va être complètement réprimée. Et on va plus, vous voyez bien, que personne ne se souvient, ou pratiquement personne, de temps en temps, il y a quelques-uns qui ont des petits souvenirs, mais sinon on ne se souvient plus de sa toute petite enfance. Notre toute petite enfance a complètement disparu. On ne sait plus quand on avait 2 ans ce qui s'est passé, si on s'en rappelle parce qu'on nous a raconté des trucs, donc on imagine qu'il y a des photos, etc. Mais sinon, donc toute cette information, parce qu'on a déjà beaucoup appris dans cette période-là, va être réprimée. C'est ce qui va former l'inconscient. C'est ce qui va faire partie des contenus de l'inconscient. Donc ça ne va jamais plus apparaître tel quel dans la conscience, sinon que ça va apparaître de façon déformée. Non? Non, c'est pas un choc, Céline. Choc. Alors, non, c'est pas un choc. C'est quelque chose que on ne sent pas. C'est-à-dire que le sujet, on va savoir qu'il y a eu traumatisme ou quel est le traumatisme du sujet. Quand le sujet, non seulement parce qu'il va venir parler en psychanalyse, parce qu'on va pouvoir écouter et qu'on va voir que ce qu'il a fait, c'est une régression à cette étape réprimée, à cette fixation de cette étape réprimée. Donc, une chose, c'est ce que le patient va dire, oui, j'ai été traumatisé parce que mon papa, parce que ma maman, parce que mon frère, parce que nana, parce que nana. Mais ça, c'est un discours. Ce n'est pas ce qui est arrivé au patient. Ce n'est pas le véritable traumatisme. Ça, c'est une apparence. Parce que ce que Freud va nous montrer, je continue parce que c'est très intéressant, non, qu'il y a donc, que tout ça pour dire que la maladie de base, non, la maladie de base du sujet humain, c'est cette division division de la personnalité entre l'inconscient et le conscient. Et ça, c'est ce qui produit la maladie dans de nombreux cas. Dans le sens où le sujet ne tolère absolument pas qu'il a un inconscient, qu'il ne connaît pas, qu'il y a quelque chose qui fonctionne en lui et qu'il ne contrôle pas. Et ça, il y a de nombreuses personnes qui produisent des symptômes parce qu'ils n'acceptent pas cette situation. D'accord? Par exemple. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un traumatisme avec papa-maman. Non, c'est à la constitution de l'être humain. Ils n'acceptent pas leur condition d'être humain. Donc il faut les aider, on va dire, à faire un travail pour qu'ils acceptent cette condition d'être humain. Parce que ne pas s'accepter humain, bah, obligatoirement, ça produit des conséquences et des conséquences qui ne vont pas être tout à fait positives pour la vie du sujet. Non, en général, ça produit bien évidemment des obstacles. Et donc, ce qui va être intéressant, ce que j'essayais, Ingrid, bonsoir, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que la maladie mentale, quand on parle de la maladie mentale, on va dire la névrose en général, par exemple, non, mais la névrose qui va produire dans chaque sujet, parce que on n'est pas névrosé tout le temps. On est névrosé quand on produit le symptôme. Mais le symptôme, il n'est pas tout le temps. Non, quand on est angoissé 24 heures sur 24, il faut consulter très très vite, de façon urgente. Mais il n'y a personne qui est, ou rarement on est angoissé 24 heures sur 24. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on est névrosé, mais pas 24 heures sur 24. Non, parce qu'on va travailler. Quand on travaille, on n'est pas névrosé. Par exemple. Enfin, on espère. Donc c'est pour ça que je n'aime pas utiliser le terme de maladie mentale, dans le sens où ce n'est pas 24 heures sur 24. Non? Donc, mais que dans tous les cas, cette névrose, elle va être constituée par après-coup. Non? Donc elle va être constituée par après-coup. C'est-à-dire que va être reconstitué, c'est pas quand l'enfant le vit. Parce que l'enfant, lui, il le vit bien ou mal, il le vit et il se rend compte absolument pas des traces que ça va laisser. Non, c'est-à-dire que tout ça va être oublié, non? Non, elles sont toutes curables.
la psychanalyse, si on fait le travail nécessaire, toutes ces difficultés, tous ces obstacles peuvent être éliminés. Regardez-moi. Par exemple, je veux dire que je ne suis pas née comme ça, non? Donc, je veux dire qu'il y a un travail à faire dans chacun de nous. Et qu'il y a toujours des traces aussi du névrosé qui vont rester. Ce n'est pas que moi, je n'ai pas de traces de névrosé. Non, mais disons que j'ai fait un grand travail pour justement pouvoir m'occuper de vivre et ne pas lutter contre la névrose. Donc, ce qu'il va, bonsoir, enfant heureux, Ishrak, bonsoir. Alors moi, ce que je voulais dire, parce qu'il y a une autre chose qui est intéressante, quand on parle justement, ou qu'on parlait, on faisait référence que le soleil, on peut croire encore aujourd'hui, même si la science nous a dit que c'était la Terre qui tournait autour du soleil, quand je regarde par la fenêtre, je dis, tiens, celui-là, il va s'en aller par là, ou il va s'en aller par là. Hein? C'est-à-dire que je continue à penser à croire ce que mes yeux voient. Non? C'est-à-dire que c'est quelque chose de très important, les sens. C'est très important dans le sens où c'est, comment on va dire, des pièges. Nos sens, ce sont des pièges. On croit ce qu'on voit, on croit ce qu'on sent, alors que depuis Copernic, on nous a dit, ce que vous voyez, ce que vos sens vous présentent, c'est un piège. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. D'accord? C'est-à-dire que c'est autre chose. C'est autre chose qui se présente. Donc, et Freud, qu'est-ce qu'il va nous présenter? Il va nous dire que la conscience, c'est aussi un organe perceptuel. En fait, qu'il va, et c'est pour ça qu'on va dire que la psychanalyse, c'est la production de quelque chose qui peut révolutionner le sujet dans le sens où il va arrêter de croire à ce que la conscience lui dit de lui-même. Ce que le sujet pense de lui-même, ce qu'il voit, ce qu'il croit, tout ça, ce sont des déformations. Ce n'est pas la réalité. Et ça, c'est la révolution que présente la psychanalyse. Et la révolution que tout le monde devrait, non, le travail que nous devrions voir à faire pour avoir accès à se rendre compte que le moi n'est pas maître dans sa maison, comme déjà on l'a déjà dit, mais de pouvoir vivre en conséquence. C'est-à-dire, si j'ai vraiment appréhendé cette notion que le moi n'est pas maître dans sa maison, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Que le moi n'est pas maître dans sa maison? Ça veut dire que je ne peux pas essayer de contrôler. Tous les gens qui essayent de contrôler quelque chose de leur vie, ça veut dire que ils n'ont pas assimilé, ils n'acceptent absolument pas qu'ils ne soient pas les maîtres dans leur maison. Ils veulent continuer à essayer de dominer l'indomptable. Et donc, quand je vais essayer de dominer quelque chose que je ne peux pas dominer, obligatoirement, ou je réduis ma vie à quelque chose de minuscule, non, avec très peu de relations sociales, avec très peu d'inquiétudes, très peu d'activités, hein, ou voilà, c'est ça la conclusion, Sonia. Et donc, je vais produire beaucoup de symptômes. Hein. Donc, obligatoirement, parce que je vais contre, c'est comme aller contre, non, contre ce qui est présenté. Aujourd'hui, nous le savons, il y a un inconscient. Alors, avant Freud, d'accord, au 19e siècle, on ne savait pas. Encore que, quand vous allez lire Montaigne, par exemple, Montaigne, il soupçonnait avec la présente. Il disait, le hasard n'existe pas. Et lui, il faisait déjà référence à cette force en lui, donc il parlait de l'écriture justement, où il faisait déjà référence à qu'il y avait quelque chose en lui qu'il fallait qu'il laisse s'exprimer pour qu'il était plus intelligent, il dit, quand il laissait s'exprimer cette force en lui, son inconscient, il l'appelait pas inconscient à cette époque-là, mais qu'il était plus intelligent dans ces cas-là que quand il cherche à contrôler, non? Donc, Elisabeth, bonsoir. Donc d'un côté, il y a ça. Et pour revenir un petit peu donc à ces fixations du traumatisme qui sont intéressantes, donc on va dire qu'à la fin, et c'est pour ça qu'on dit que nous sommes tous passés par du traumatisme dans le sens où le véritable traumatisme qui nous touche tous, c'est la parole. C'est que quand je parle, moi je parle et je vois que vous écrivez des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je dis. Donc par exemple, non?
Donc je vois, et en plus quand moi je parle, je dis pas exactement non plus ce que j'avais pensé que je voulais dire. Bon, heureusement, je ne m'écoute pas en même temps que je parle. Donc je me laisse parler, et de temps en temps, bonsoir, jazz. Donc de temps en temps, non, je peux dire une connerie ou je peux faire un lapsus. Mais ce que je veux essayer de transmettre, c'est que tout va dépendre de notre relation au langage. Vous voyez qu'il y a des gens, pour éviter les lapsus, non? Ils ont des papiers, ils ont tout préparé, tout est bien préparé, le point A, le point B. Ils lisent exactement ce qu'ils avaient prévu de dire ou ce qu'ils voulaient dire, non? Pour essayer de bien cadrer et que ça corresponde bien, bonsoir Sandrine, que ça corresponde bien à ce qu'ils avaient prévu. Il faut que ce que j'ai prévu se réalise. Ben voilà, ça, c'est une difficulté de l'être humain qu'on peut se préparer. Bien évidemment qu'on doit se préparer. On a une conférence à faire, on a un direct à faire, on doit se préparer. Sonia, bonsoir. Mais ensuite, c'est, allez, on se la joue. Les jeux, non, les jeux sont jetés et on verra bien ce qui se passera. Ça ne veut pas dire ni que je vais le faire super bien, on verra bien. Mais après, vous voyez, c'est pour ça que l'idée, donc c'est pour ça que parler, pourquoi la parole est un traumatisme. Bah regardez, les animaux, ils vivent tranquilles. Parce que quand Céline, elle dit pas exactement ce qu'elle veut, elle s'écoute dire des choses qu'elle aime pas, de temps en temps elle est surprise, elle a dit un truc intelligent, mais, et que l'autre il n'a pas écouté, je lui ai dit, mais l'autre il n'a pas compris ce que je voulais dire, non? Donc il y a la parole, c'est que quand moi je dis psychanalyse, je comprends quelque chose et vous comprenez autre chose. Quand moi je dis téléphone, je vois quelque chose ou j'imagine quelque chose avec téléphone et vous imaginez une autre chose. C'est-à-dire que entre le mot que je présente et la chose, il y a un espace vide. Il y a un vide et ça correspond jamais. C'est-à-dire, et c'est ça le véritable traumatisme, c'est que traumatisme dans le sens où j'apprends à jouir, non, de cette distance qui existe entre les mots, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui ont les signifiants de multiples facettes, non? Les Français sont des experts dans les jeux de mots, non? Par exemple. Donc ils savent, il y en a certains, vous savez bien, qui savent jouer donc avec cette particularité du langage, non? Par exemple, on va lire et il y en a d'autres, non, qui restent collés. Mais non, t'as pas compris ce que je t'ai dit. Mais ce que je voulais dire, c'était pas ça, c'était autre chose. Et donc, ils restent collés à la phrase, non, avec, bien évidemment, beaucoup de difficultés pour les relations sociales. Non, pour les relations sociales, parce qu'ils sont collés aux phrases, collés aux mots. Et ça, c'est le traumatisme. Le traumatisme, Céline, c'est séparer ça. Et une fois qu'on accepte qu'ils sont séparés, parce que même si on essaye, non, de les coller, ça marche pas. Donc il faut accepter il faut accepter. Et accepter, ça veut dire en jouir. Ça ne veut pas dire oui, j'accepte théoriquement, je sais, c'est comme ça. Non, non. J'apprends à en jouir, à jouer avec ça, non? Chacun voit les choses à la façon. Hélène, elle dit, moi je vois les choses d'une façon différente, je ne vois pas les choses comme vous. D'accord, d'accord. Alors pour revenir à ce sujet du traumatisme, de cette fixation traumatique qui est très intéressante, parce que quand on va répondre, pourquoi il y a production de maladies. Et Freud, il va nous expliquer qu'il y a deux manières de produire non, il y a beaucoup plus de manières. Mais disons qu'il va nous parler, aujourd'hui je vais les mots pour dire médire, maudire, oups, jouer, jouir, par exemple. Très bien, Michel. Donc, il y a ces fixations dont je parlais, par lesquelles nous sommes tous passés, non? Il y a des fixations et des fixations qui peuvent nous accompagner pendant toute notre vie, non? Mais qui ne doivent plus être un obstacle. Alors il dit, si la fixation, non, ce point de fixation est léger, pour qu'il y ait symptôme ou qu'il y ait une provocation, un symptôme chez le sujet, il doit y avoir un choc dans la réalité, non, comme disait Céline tout à l'heure, c'est-à-dire un accident quelque part ou une grande difficulté du sujet face à la réalité pour qu'il tombe malade. Pourquoi? Parce que la fixation était légère. Donc il doit y avoir, non, c'est comme si on devait avoir 100%. Donc s'il y a 20% de fixation, il doit y avoir une force, non, de la réalité de 80% pour qu'il y ait maladie. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. C'est-à-dire que s'il y a une forte fixation, non, dans ce processus donc de cette évolution, s'il y a une forte fixation sur certains points,
ben, au moindre petit inconvénient de la réalité, production de maladie. D'accord? C'est un premier abord, hein, d'accord? Rappelons-nous que, je me le rappelle à moi-même aussi, parce que des fois on a envie de pouvoir fermer tous les sens, de bien expliquer, tu vois, la bien expliquer, tous les sens sont bien fermés, et non. Parce qu'après on pourrait revenir, et pourquoi il y a fixation légère et fixation plus forte, et pourquoi il y a plus de difficultés, pourquoi il y a des accidents dans la réalité que pour certains ça passe inaperçu, et que pour d'autres c'est quelque chose qui serait insupportable. Donc il y a plein de choses à voir et plein de choses à étudier. C'est-à-dire que la complexité de l'être humain, non, est quelque chose d'impressionnant. Quelque chose d'impressionnant, c'est-à-dire qu'on ne va jamais en faire le tour. On va jamais en faire le tour. C'est-à-dire que la complexité, donc c'est pour ça, enfin on va jamais en faire le tour. C'est si on est très studieux, qu'on travaille beaucoup, qu'on se psychanalyse beaucoup, parce que pour se transformer, il va être nécessaire de se psychanalyser, on peut réussir bien évidemment, non, à nous rendre compte de cette complexité. Je dis ça, mais je ne sais pas dans quel sens ça va. Donc la complexité de l'être humain, de la même façon que vous pouvez voir, non, quand vous aimez regarder par exemple des documentaires sur Arte ou des choses comme ça, où on voit des gens qui vivent d'une manière qui n'a rien à voir avec nous, et la multiplicité de tous ces êtres humains qui ont une façon de penser, de parler, de faire, de vivre, d'aimer, qui n'ont rien à voir avec nous. Imaginez, c'est une machine infernale, l'être humain. Non? Le psychisme humain, c'est une machine infernale qui a la possibilité de produire. Donc, le poète Ménassa, il dit que l'homme ne connaît pas encore l'ampleur de ses ailes. Il n'a pas encore obtenu la possibilité de se rendre compte quelle est l'ampleur de ses possibilités. Il ne le sait pas. L'humain actuellement ne connaît pas l'ampleur de ses possibilités. Le traumatique en psychanalyse, c'est de prendre conscience. Non, je m'arrête là. Non, il ne s'agit pas de prendre conscience. Non. Bon, je continue, d'accord, pardon Laura. Que nous n'avons pas de contrôle sur l'inconscient et de ce que l'on réprime. Non, ça c'est... Non, le traumatisme, c'est quand je n'accepte pas, quand je veux contrôler. Ça, c'est qui montre qu'il y a un traumatisme. Non, que ma difficulté à vouloir contrôler tout ça, c'est que mon traumatisme, c'est là, que j'accepte pas qu'il y ait un inconscient. L'inconscient, il ne peut pas se contrôler parce qu'on n'a pas accès. On n'a pas accès à l'inconscient. Donc on ne peut pas essayer de le contrôler. Mais on n'essaye pas de contrôler l'inconscient, on essaye de se contrôler soi-même, sa conscience. Mais même la conscience, on ne peut pas la contrôler. Le sujet émerge du vivant et de l'autre. L'autre, le monde déjà là. Un monde de langue et l'autre du langage. Le vivant. C'est joli ça. L'être humain est un génie, comme disait Einstein. Mais s'il travaille pour l'être, parce que c'est pas, il a la possibilité d'être un génie. Mais il faut travailler. Parce que les génies, ils n'ont jamais été, que toutes les génies de l'histoire de l'humanité, c'était pas des paresseux, hein. C'était des grands travailleurs et tous jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire c'était des gens qui étaient montés sur le cheval du travail et qui avaient accepté cette possibilité, ce don, on va dire ce don qu'est le travail pour l'être humain, parce que c'est une possibilité qui lui permet de modifier la nature, non, comme le jeu de la bovine, que modifier la nature et aujourd'hui, grâce à la psychanalyse, de modifier la nature humaine, de modifier son psychisme. Grâce à la psychanalyse, aujourd'hui, nous avons la possibilité de modifier notre psychisme. C'est vrai que vouloir contrôler, c'est pas terrible pour ce qui est de mourir. Salma, la mortalité, tentative de surmonter le traumatisme. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que, en général, nous avons des idées erronées, en tout cas différentes de la psychanalyse, qui n'ont rien à voir avec ce que la psychanalyse présente, que la psychanalyse présente une idée de traumatisme qui n'a strictement rien à voir avec d'autres idées qui circulent, et en général qui circulent en boucle. Non ? Seul l'hystérique a accès à son inconscient. Mais qu'est-ce que vous dites? Personne n'a accès à son inconscient. L'inconscient est inconscient pour tout le monde. Pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est intolérable pour la conscience du sujet. La conscience, il ne supporterait pas tout ce que votre inconscient y pense. Tout ce que votre inconscient, il veut.
tout ce que votre inconscient, il désire, Lucie. Lucie ne supporterait absolument pas. Donc c'est pour ça qu'il est obligé de réprimer, mais que ça va quand même de temps en temps s'exprimer. Donc ça s'exprime déguisé dans les rêves, ça s'exprime déguisé dans les symptômes, ça s'exprime dans différentes choses. Voilà pour mon exposition d'aujourd'hui. Donc vous voyez, j'avais très envie de vous expliquer cette idée parce que je pense que c'est important, parce que sinon on a tendance à tout mélanger. Alors chacun vient en disant, non, c'est comme je dis cigarette, mais cigarette, il y a des milliers de cigarettes différentes. De quelle cigarette on parle? Traumatisme, dans quel domaine on est? Dans quel domaine on est pour parler de traumatisme? Quand on parle d'inconscient, dans quel domaine on est? Peut-être que les psychologues parlent aussi de l'inconscient, mais c'est un inconscient qui n'a rien à voir avec l'inconscient freudien. Non, je n'entends pas l'inconscient des patients. J'écoute ce qui est réprimé. C'est pas tout à fait pareil. Non, parce que l'inconscient, ce que va nous dire Freud en plus, et ça c'est très intéressant, c'est qu'en fait il va nous expliquer que l'inconscient on va dire c'est une machine qui est très grande, mais que la psychanalyse ne s'occupe pas de toute cette formation de l'inconscient. Elle s'occupe uniquement de l'inconscient réprimé, de ce qui était réprimé au moment de la constitution. Mais après, il y a d'autres choses, c'est pour ça qu'il y a des phénomènes qui peuvent être de l'inconscient, que la psychanalyse, elle dit, non, on s'en occupe pas, peut-être que oui, c'est de l'inconscient, peut-être que c'est, mais que la psychanalyse ne s'en occupe pas. Non, ce n'est pas comme d'autres qui s'occupent et qui vont donner des explications sur tout. On dit que l'idéologie, ces idées que nous avons dans la vie, dans la société, dans la vie de tous les jours, elles expliquent tout. Non, il y a des gens, vous avez vu, ils expliquent tout. On est plein à dire, non, je te l'explique, ça c'est pour ceci, ça c'est pour cela. Donc ils mélangent tout, mais ils ont des explications et des réponses à tout. Non? Mais ça n'a rien à voir avec la science. Non? Que la science, c'est un domaine beaucoup plus strict. Non? C'est quelque chose qui est déterminé, qui a un champ d'action déterminé et qui n'a rien à voir avec la mélange de tout. Donc, vous voyez, il y a des gens qui font les blocages énergétiques, par exemple. Donc, est-ce dû à des traumas? Je ne sais pas. Un blocage énergétique, en psychanalyse, on ne parle pas de ça. Je ne sais pas ce que c'est. Pardon, excusez-moi. Et en unité de grandeur, qui est plus grand chez l'homme, le conscient ou l'inconscient? Alors, je ne sais pas si c'est question de grand. Non, parce qu'en fait, il n'y en a pas un qui fonctionne sans l'autre. Bon, alors, la conscience peut dormir, d'accord. Mais elle est toujours là. Vous voyez bien que quand vous dormez, vous n'avez pas disparu complètement, non? Bien sûr, il y a un replay, la vidéo reste là, oui. L'inconscient naît à notre naissance. Est-ce son point de départ? Non, l'inconscient va se produire. Tout va se produire, Sonia. L'enfant, en fait, vous savez bien que si un petit bébé, on le laisse dans le bois ou on le met dans un poulailler, il n'y aura pas d'être humain. Hein. L'enfant, il va se constituer comme enfant et comme humain parce qu'il va être entouré d'autres êtres humains. Non, c'est les autres êtres humains, on va lui parler, on va lui faire ceci, on va lui faire cela, d'abord on va lui sauver la vie. Et donc c'est pour ça qu'il va, parmi les autres êtres humains, il doit devenir humain. Et l'inconscient va se produire lors de la répression. En tout cas, l'inconscient avec lequel travaille la psychanalyse, non? Cet inconscient réprimé. Donc c'est quelque chose de tout à fait particulier. D'accord? Bonsoir Farida. Déstabilisé par ce que vous dites. Qu'en psycho, l'inconscient n'est pas celui de la psychanalyse. Je suis désolée, parce que celui de la psychanalyse, il est freudien. Non? Donc il faut aller lire l'interprétation des rêves pour bien voir comment fonctionne l'inconscient freudien. Françoise, santé. Oui, la psychanalyse, c'est super passionnant, Françoise. Merci, je vous en prie, Sonia. Donc, c'est super passionnant, la psychanalyse. Parce qu'en fait, la psychanalyse, ce qu'il y a de bien, c'est que premièrement, c'est complexe. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. C'est pas quelque chose que je vais terminer demain. Et en plus, c'est que chaque petit pas que je fais, je découvre des trucs merveilleux. Difficile d'aimer son inconscient. Mais c'est pas exactement aimer son inconscient, c'est aimer la machine. Non, parce que l'inconscient, il n'existe pas tout seul. La conscience n'existe pas toute seule. Donc, en fait, c'est la machine. C'est la machine qui est formée de ces deux instances, puis de plus d'instances. Après, on peut continuer à rendre plus complexe, l'appareil est très complexe. Donc, mais c'est la machine qui est intéressante, c'est la machine qui est passionnante, d'étudier, de voir toutes les possibilités de l'être humain
et que nous avons beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus oui, beaucoup plus de possibilités que ce que nous imaginons. Il y a des gens qui disent je connais mes limites. Non, c'est pas vrai. En quel stade de développement psychique commence la répression? Il commence vers 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça dépend des enfants. Mais en plus, c'est toujours des exemples de livres Clément sur la psychanalyse en français. L'interprétation des rêves, tous les livres de Freud. Et si on a l'impression de tourner en rond lors d'une psychanalyse, il faut en parler avec votre psychanalyste. Non, Estelle, ou changer de psychanalyste. Daniel, bonsoir. Bon, il est 10 h, Daniel. Donc, il est 10 h, c'est-à-dire que pour aujourd'hui, nous avons terminé. Mardi prochain, c'est le 1er novembre, donc il n'y aura pas de direct, je suis désolée. N'oubliez pas que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour que nous soyons nombreux à pouvoir donc partager, comme je disais au départ, c'est important. Est-ce que l'intuition peut venir de notre inconscient? C'est à étudier, ça, Céline, ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque personne. Au revoir, Sonia et Najdel, Jamal, merci à vous. Donc, bonne continuation à tous. Anne R, bonsoir. Donc, bonne continuation. Merci pour votre participation, pour votre intérêt. Passionnée, passionnante comme d'habitude. Non, je ne suis pas toujours pareil. Merci Martine. Ishraq, au revoir Camille, Lucie, merci, c'est passionnant, la psychanalyse, c'est passionnant. Vous devriez tous venir au cours du dimanche. Ingrid, au revoir. Sylvette, je crois que c'était Michel, ok, Céline, Estelle, merci, bonne soirée, Daniel, je suis en retard. Exactement, c'est une possibilité, vous l'avez. Céline, bonsoir, Nadine, Monique. Donc on continue le 8 novembre à 21 h avec un nouveau sujet. Au revoir Claudette, Rose Michel, bonsoir. Sandrine, Jean-Loup, merci à vous. Sylvie, bonsoir. Amina, je ne raterai pas le prochain live, c'est passionnant. Serge, merci à vous. Annick, bonsoir. Donc Sophie, au revoir. Fatam, merci infiniment. Makia, merci infiniment. Nidal, au revoir. Marie-Laure, bonsoir, à bientôt. Au revoir Céline. Allez, je coupe. Au revoir, à la prochaine fois. Ciao, ciao et bonnes vacances pour ceux qui en ont. Ciao.